Ok, mais bonjour à tous. Euh, on est donc connectés. Je vais attendre quelques minutes parce que pour l'instant, on a seulement 12 participants sur les 88 inscrits. Donc, je propose qu'on attende quelques minutes, voir si le nombre de participants augmente. En attendant, bienvenue à vous. Bienvenue à vous qui êtes connectés. On est à 13. Donc, pour déjà mettre un petit peu de contexte à ceux qui sont arrivés aux 13 premiers vaillants, bienvenue à ce webinaire sur le sport et la durabilité. Pour rappel, nous, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Par contre, vous avez un onglet questions. Vous pouvez poser vos questions pendant la session. C'est mon collègue Jason qui tentera qui les fera remonter si elles ont lieu d'être dans la conversation au moment T. Ou sinon, ne vous inquiétez pas, on peut soit vous répondre par écrit, soit à la fin, en fin de session, on fera une petite session questions-réponses. Voilà. J'espère que. Attendons encore une minute parce qu'il manque pas mal de monde et ensuite on ne va pas vous faire attendre trop longtemps. Je propose qu'on démarre encore une 2 minutes, voir s'il y a des vaillants qui se connectent ou s'ils sont tous allés faire du sport parce que c'est l'heure du sport. Je suis consciente. Les deux. Est-ce que peut-être pour commencer, à ceux qui sont connectés, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème technique? Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Vous avez un onglet questions sur votre droite. Vous pouvez intervenir. Parfait, oui, de Alexandre. Bon, très bien. Écoutez, je propose qu'on démarre sans plus attendre. Ceux qui doivent encore venir nous rejoindront en cours de route. Je pense que vous m'avez tous entendu depuis tout à l'heure, mais voilà, n'hésitez pas. Bienvenue à ce webinaire sur le sport et la durabilité. Ce sera une heure vraiment, vraiment d'échange et d'exploration de pistes, d'idées. Le but, c'est vraiment pas qu'on soit les seuls à parler dans notre coin. Bien au contraire, n'hésitez pas à poser vos questions. Tout ce qui vous vient à l'esprit. On a vraiment deux personnalités de taille avec nous ce soir qui peuvent vraiment nous aider vraiment nous éclairer, nous apporter des bons apprentissages. Donc, je pense que c'est une occasion assez unique. Donc voilà, commençons. Donc rapidement, peut-être 2 mots sur l'organisateur de ce webinaire. Donc nous sommes NRFIP. NRFIP est une plateforme de participation, de financement participatif dédiée à la transition écologique en Europe. Et on mène régulièrement des actions qui vont un petit peu au-delà du finance et de l'énergie, parce qu'on est conscient que la transition écologique touche beaucoup de domaines et c'est pour ça qu'on a décidé aussi de sponsoriser notre partenaire durable de l'UTMB Iberia, donc Val d'Aran, qui aura lieu dans un mois. Et j'ai réuni ce soir donc Ainhoa Leiseaga, qui est une surfeuse basque de haut niveau et scientifique, étudiante en sciences, et Nicolas Lagrange, qui est le responsable des opérations à l'UTMB Group, et notamment en charge de tout ce qui concerne la mise en place des actions pour un événement plus durable. Certainement que vous allez vous présenter mieux que moi. Je peux déjà peut-être commencer par Ainhoa. Si tu veux compléter la description, je suis sûre que tu peux faire ça beaucoup mieux que moi. Sur qui es-tu, quel est ton sport, quelles sont tes activités et quelle est ta sensibilité avec l'environnement et la planète.
Ah, on ne Merci t'entend Flore. pas. Ah, c'est Bonsoir bon. à tous. Ah, c'est C'est bon? tout bon. Oui, C'est bon. Ok, d'accord. Bonsoir à tous. Du coup, moi je suis Aïnoa, j'ai 22 ans et je suis basque. Je suis étudiante en physique-chimie. J'ai été licenciée cette année et l'année prochaine, je poursuis mes études en master en sciences de la mer. Et à côté de ça, comme tu l'as bien dit, je suis aussi surfeuse de haut niveau au sein du collectif France. Et en parallèle, je suis aussi ambassadrice de Pure Océan. C'est une ONG qui lève des fonds pour financer des projets qui ont pour but de préserver les océans. Donc, c'est principalement des projets de recherche. Ça peut être de la restauration ou de la recherche pure et dure. Et je m'engage au quotidien, du coup, sur tous les domaines de préservation de la nature, grâce au sport et grâce aussi à mes connaissances scientifiques. Voilà un petit peu le tour. super. Merci beaucoup. Et quand tu dis directement, je m'engage pour préserver la nature grâce au sport, si tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, j'imagine qu'à un moment, donc tu me disais que tu t'es un petit peu posé la question, bien sûr, tu as pris conscience, j'imagine, comme les personnes connectées avec nous, que la pratique de ton sport a un impact, hein. Le sport ne fait pas exception à tous les domaines, que ce soit le transport, l'alimentation, le domaine digital. Comment as-tu pris conscience de ça? Qu'est-ce que ça t'a fait? Quelle réflexion tu as eue et pourquoi tu continues finalement de surfer aujourd'hui? Voilà, si tu peux nous raconter un petit peu ça, je suis sûre que ça va faire écho à pas mal de participants. J'ai pris conscience de l'impact qu'on avait petit à petit. J'ai toujours grandi proche de la nature avec un mode de vie voilà, plutôt paysan où on était vraiment dans l'économie, voilà, réutiliser, proche de la nature, utiliser et consommer des produits locaux. Et du coup, j'ai grandi dans ça. Et après, je suis tombée vraiment amoureuse de l'océan et du surf. Donc, j'ai commencé à pratiquer. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que j'ai intégré voilà, l'équipe de France Junior, puis le pôle de surf, etc., j'ai commencé à voyager énormément. Et via mes études aussi, en fait, ça a fait un combo entre ma sensibilité, mes études qui m'ont amené les connaissances et ce que j'ai pu voir et au final causer aussi de par mes voyages. Ça m'a vraiment fait prendre conscience de l'impact que j'avais. Et du coup, je me suis dit que je ne pouvais plus vraiment continuer comme ça et qu'il fallait que ça change. Donc, je me suis dit, est-ce que, enfin, à un moment, il y a vraiment eu un point de bascule. Je me suis dit, mais en fait, ça serait peut-être mieux que j'arrête parce que là, c'est contre mes valeurs. Je ne peux pas prendre l'avion comme ça pour aller faire les compétitions à l'autre bout du monde ou aller m'entraîner. Ça n'a pas de sens par rapport à la crise actuelle et à l'état de la biodiversité aujourd'hui. Et puis petit à petit, au final, je me suis dit que voilà, qu'il valait mieux quand même continuer parce que j'avais quand même cette proximité avec l'océan là que je pouvais partager et du coup essayer de sensibiliser d'autres personnes grâce à ça, tout en essayant en fait d'aménager ma pratique pour qu'elle soit plus responsable et en même temps pouvoir continuer, mais en étant en fait respectueuse de la nature. Très intéressant, oui, parce que j'imagine que c'est très compliqué d'arriver à ce point, d'avoir le cœur partagé entre passion et prise de conscience. Et je pense que c'est vraiment un enjeu qui a ouais, qui nous parle à beaucoup et qui est pas évident. Mais comme tu dis, en tout cas du côté nous chez Nerflip, on croit plutôt voilà, à s'orienter solution, voir comment on peut faire plutôt que tout arrêter ne serait pas non plus une solution. Oui, tout à fait. Voilà, donc il faut rester aussi sain d'esprit parce que plus on est sain et heureux, plus on peut aussi s'engager en faveur et inspirer, ce qui fait aussi beaucoup le but, c'est si on inspire des gens autour de nous, c'est aussi ce pouvoir d'influence a un gros impact. Et du coup, ce qui m'amène à... Oui, vas-y. Mais ouais, du coup, je suis complètement d'accord sur le fait que voilà, on peut pas tout arrêter parce qu'en fait, on est tous là, on est vivants en fait. Et c'est qu'est-ce qu'on a décidé de faire de notre vie, hein, parce que sinon, et un jour, c'est ce que mon père m'a dit, il m'a dit, tu serais plus écolo si tu serais morte. Et je me suis dit, ben non, justement, je vais faire en sorte d'avoir un meilleur impact, parce qu'on a tous un impact en fait. Et du coup, je me suis dit, ben en fait, je vais faire en sorte d'avoir un impact, mais qui soit positif plutôt que de ne pas avoir d'impact en fait. Et c'est là que je pense qu'on peut chacun trouver l'équilibre entre notre activité professionnelle, notre bonheur et nos activités loisirs et la préservation de la nature
pour en fait avoir un impact positif, préserver ce qu'il y a autour de nous, préserver ce qu'on aime et justement se regrouper ensemble autour de cet équilibre-là parce qu'on ne sera jamais parfait. Et ça, je l'ai vite compris en fait en essayant moi-même de faire des choix sur les compétitions, d'utiliser un matériel plus éco-responsable, etc. Je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelque chose qui n'était pas parfait, mais qu'il ne fallait pas que ça limite mon action. En fait, il fallait agir quand même si ce n'était pas parfait. Et je pense que c'est vraiment un équilibre auquel il faut se raccrocher tous les jours, même si des fois on a tendance à perdre un peu le sens de l'engagement, quoi. Je suis tout à fait, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, et je pense que ça rejoint pas mal aussi des valeurs, voilà, de l'UTMB, parce que ça m'amène à Nicolas, qui est, on a le point de vue de l'athlète, le point de vue de l'événement, de gros événements en plus, qui a un énorme pouvoir d'influence, qui a aussi un impact, et on peut faire en sorte que cet impact soit au le minimum possible, ou alors positif, on peut minimiser son impact et inspirer, embarquer en fait des gens avec nous dans cette démarche. Nicolas, je te laisserai peut-être déjà aussi compléter ta présentation qui était assez brève de mon côté et nous raconter un petit peu cet enjeu que vous avez, vous, à l'UTMB, effectivement, vous embarquez beaucoup de monde. Et quel est le plus gros impact que vous avez? Quels sont vos défis majeurs? Voilà, comme première question, pour faire écho à ce que dit Ainoa. Merci Flore. Oui, donc moi je suis Nicolas Lagrange. Ça fait 15 ans maintenant que je suis chez UTMB Group. Je me suis occupé des opérations pendant les 5-6 dernières années, c'est-à-dire concrètement comment est-ce qu'on organise un événement UTMB. Ce qui m'a permis de commencer à réfléchir aux impacts des événements et de ce qu'on mettait en place sur l'événement originel de Chamonix, comment est-ce qu'on pouvait le déployer sur d'autres événements et continuer toujours à essayer de trouver des solutions pour réduire l'impact de notre événement. Et depuis 1 an maintenant, je me consacre à 100% sur les questions RSE de manière générale. Nous, le plus gros impact aujourd'hui, assez clairement, c'est le transport sur nos événements. Depuis la première édition de l'UTMB en 2003, les fondateurs ont toujours été très attentifs au sujet de la protection de l'environnement, et régulièrement, il y a des nouvelles actions qui étaient mises en place, qui peuvent faire sourire aujourd'hui, mais voilà, pour limiter puis interdire l'utilisation de gobelets à usage unique, pour ne plus avoir de vaisselle jetable, pour améliorer la gestion des déchets, avoir de plus en plus de nourriture qu'on achète localement pour l'événement, etc., etc. Et puis, très vite, la question du transport s'est posée, qui a été adressée dans un premier temps d'un point de vue local, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut nous mettre en place pour que les gens n'aient pas besoin de leur voiture pendant l'événement. Et qu'on réduise la circulation pendant l'événement. Et ça, c'est un préalable à ce que demain, les gens puissent venir sans leur voiture. Voilà, donc tout ça, on le fait depuis beaucoup d'années maintenant. On a refait notre bilan carbone là, cette année, et ce qui en ressort, c'est assez similaire à ce qu'on voit sur d'autres grands événements, c'est-à-dire qu'on a 86% du bilan carbone d'un événement comme l'UTMB Mont-Blanc, c'est le transport des différentes personnes, donc les coureurs, leurs accompagnants, mais aussi les médias, les partenaires, nos équipes, pour se rendre sur l'événement et retourner chez eux. Donc c'est aujourd'hui un de nos principaux focus, c'est comment est-ce qu'on réduit cette part de l'impact de l'événement du transport. On est hyper heureux et hyper fiers d'organiser des événements qui permettent de connecter les gens, de se rassembler, de vivre des émotions, de belles émotions, etc. On n'a pas envie que ça s'arrête. Donc la principale question, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour que tout ça, ça soit compatible avec les problématiques qu'on connaît aujourd'hui, avec les limites planétaires, qu'on puisse continuer à organiser des beaux événements, mais d'une manière plus responsable.
Je réactive mon micro. Oh, super, oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que le transport, et je pense que donc, non seulement des événements, mais aussi de manière globale, est l'un des plus gros responsables de nos émissions. Vous avez fait une annonce hier. Donc, quelles sont un peu les mesures que vous avez pu prendre en 15 ans d'expérience? Quelles sont un peu graduellement les mesures que vous avez mis en place pour réduire cet impact? Parce qu'effectivement, j'imagine que c'est pas évident du tout et que c'est le défi majeur. Si tu as quelques exemples de ce que vous avez pu mettre en place concrètement ces 15 dernières années où tu étais toi au sein de l'UTMB? Ouais, alors on a essayé d'adresser plusieurs problématiques. Déjà, les parcours traversent à certains moments des réserves naturelles. Donc, depuis le début, l'organisation de l'événement elle se fait en lien avec les institutions locales et les organismes qui gèrent ces réserves pour qu'on définisse ensemble le nombre de coureurs qui vont pouvoir passer, à quel moment, etc. Et limiter les perturbations potentielles sur la faune et la flore. Ensuite, on a eu des politiques visant à limiter au maximum les déchets générés par l'événement. Voilà. Aujourd'hui, on a un événement où il n'y a plus de gobelets en plastique, il n'y a plus de bouteilles en plastique non plus. Donc, l'eau qu'on distribue, c'est l'eau du robinet. On a des systèmes pour gazéifier l'eau. On rajoute des minéraux pour que les coureurs aient les apports dont ils ont besoin. Le soda, c'est pareil. On rajoute du cola dans les boissons gazeuses qu'on fait nous-mêmes. Et ça nous permet tout ça de réduire énormément la quantité de plastique générée par l'événement. Et puis on a optimisé au maximum les filières de tri et de gestion de ces déchets. Donc aujourd'hui, tous les déchets sont triés et envoyés vers les bonnes filières. On a une association qui récupère tous les biodéchets, par exemple, qui sont de la vallée, ils viennent en vélo, ils récupèrent tous les biodéchets pour en faire du compost. On travaille aussi avec un partenaire qui retrie dans les poubelles de tri pour s'assurer que tout a été bien trié pour que ça parte dans les bonnes filières. Ensuite, on a un gros volet sur on va dire l'alimentation. En sorte qu'aujourd'hui, 80% de l'alimentation qu'on distribue, elle est soit d'origine bio, soit issue de circuits courts. Ce qui fait que si vous participez à l'UTMB Mont Blanc, par exemple, sur les ravitaillements en France, en Suisse, en Italie, vous n'avez pas trouvé la même chose, parce que ce n'est pas les mêmes fournisseurs. C'est des produits les plus locaux possibles. Après, on a toujours des limites qui sont les apports nutritionnels qu'on se doit, nous, d'apporter aux participants. Aujourd'hui, on ne sait pas remplacer la banane, par exemple. On a des solutions pour remplacer les agrumes, on a des solutions pour remplacer la viande. D'ailleurs, il y a des options végétariennes sur tous les ravitaillements, etc. On a quand même quelques limites par rapport à la nutrition. Et puis, il y a le gros volet du carbone. Donc, il a fallu, dans un premier temps, qu'on comprenne. Donc, il a été mesuré une première fois sur les premiers résultats en 2021. On l'a refait cette année. Et entre-temps, on a mis en place des process pour mieux comprendre aujourd'hui comment viennent les différents participants, quels sont leurs modes de transport, à quel moment ils arrivent, etc. Pour les filières proposer une politique qui va, on l'espère, progressivement d'ici 2030, permettre à toutes les personnes qui se rendent sur l'événement de voyager différemment. Et grâce à ça, on espère réduire le bilan carbone de l'événement de 20% d'ici 2030. Très bien, très bien, très bien. Oui, c'est louable et comme tu dis, il y a énormément de domaines qui sont touchés, que ce soit l'alimentation, les déchets, le tri, le transport. Donc forcément, tout ce qui s'applique à un événement s'applique aussi au quotidien sur chaque sportif, parce que chaque sportif a aussi son rôle en tant qu'équipier, participante de l'événement. Et à ce titre-là, j'aimerais bien t'entendre, toi, Noah, quels sont les défis majeurs que tu as eus, parce qu'effectivement, bon, il y a le sportif amateur, mais c'est vrai que toi, si tu essaies de vivre aussi de ton sport, tu peux faire des compromis, mais tu dois aussi quand même vivre de ton sport. Donc, j'imagine que ça n'a pas été évident à mettre en place. Si tu dois citer quelques grands
grands compromis que tu as fait, quelques grands engagements qui peut-être que tu faisais avant, que maintenant tu fais plus ou que tu fais justement, dans une démarche, de minimisation de ton impact. Hem, Ce serait intéressant d'avoir le point de vue de l'athlète aussi, parce que l'événement est une chose, mais l'athlète est entièrement partie prenante de l'événement, donc toujours intéressant de savoir ce que vous mettez en place aussi, à titre personnel. Et comme disait Nicolas, le problème principal, c'est le transport et encore plus en surf parce que vraiment le voyage est ancré dans l'essence du surf et donc dans les compétitions. Et c'est vrai que là, par exemple, récemment, l'exemple majeur que j'ai, ça va être le circuit national en fait de la Fédération française de surf, qui organise depuis 2 ans des étapes en Outre-mer qu'elle n'organisait pas avant pour justement inclure de manière politique et économique l'Outre-mer dans la France. Ce qui peut être effectivement en fait bien voilà de ces points de vue-là, mais en fait au point de vue climat par rapport à voilà au contexte actuel, c'est pas du tout sensé en fait. Et j'ai décidé en fait de pas participer à ces compétitions-là. Et il faut savoir qu'elle représente, par exemple, elle représente plus de la moitié des étapes organisées par rapport aux autres étapes en métropole. Et ça fait qu'en fait, dans ce circuit national-là, au final, mon classement, clairement, il est insignifiant. Enfin, il veut rien dire parce que je ne peux pas participer à plus de la moitié des étapes. Donc, forcément, je sais que pour être qualifiée en équipe de France, ainsi que pour gagner ma vie avec ce circuit, ça ne va pas être possible. Donc, il va falloir que je me base sur un autre circuit. En surf, on a 2 circuits. Donc, il y a ce circuit national de la Fédération française de surf et le circuit de la Ligue mondiale de surf. Et en fait, du coup, on peut performer sur ces 2 circuits-là. Et je me suis dit, si je veux me qualifier en équipe de France et avoir des places au JO, etc., je vais forcément certes m'enlever des possibilités, mais c'est toujours possible de le faire via la Ligue mondiale de surf où je performe principalement en Europe et pour laquelle j'ai pas besoin de prendre l'avion. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ce pari-là et que dans tous les cas, si j'étais assez bonne, que j'allais y arriver via ce circuit-là. Et que si j'étais pas assez bonne et qu'il fallait que je passe par le circuit national, et que dans tous les cas, ça valait pas le coup parce que si je suis pas assez bonne, ça vaut pas le coup de polluer et de prendre l'avion. Donc c'est avec ce raisonnement-là que je me suis dit que j'allais pas réaliser au final ce circuit national-là. Mais c'est vrai que c'est des choix qui sont pas évidents à faire au quotidien. C'est vraiment beaucoup de réflexion, beaucoup de compromis, à côté de gestes que je vais faire au quotidien qui sont plus simples, comme essayer voilà, de covoiturer quand je vais à l'entraînement, d'y aller à vélo, de ne pas manger de viande, de réduire ma consommation, que ce soit au niveau des vêtements, au niveau du plastique, enfin voilà, vraiment de sortir de cette surconsommation-là et de vraiment être dans l'essentiel, de composter et de petits gestes qu'on peut tous faire comme ça au quotidien qui sont plus simples. Mais c'est vrai que voilà, il y a d'autres choix qui touchent vraiment à la pérennité et à la possibilité de l'activité en compétition qui sont plus complexes à mettre en place, mais voilà, qui se font. Et pour l'instant, je continue à suivre mon cours avec cette stratégie-là. Donc, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais voilà, c'est possible. En tout cas, c'est l'équipe que j'ai trouvée jusqu'à présent par rapport au transport. Et après, là, récemment aussi, il y a la montée et le développement des piscines à vagues. Je pense que c'est le deuxième exemple frappant que je peux citer. En fait, en surf, c'est difficile de répéter toujours nos mêmes manœuvres et de tester notre matériel parce qu'on est dans un élément qui est l'océan, sans cesse en train de bouger, imprévisible et auquel on doit s'adapter tout le temps. Et voilà, c'est difficile de s'entraîner, d'avoir des bonnes conditions, de trouver les vagues. Et en fait, de s'entraîner en piscine à vagues, ça permet d'avoir toujours la même vague qui vient en fait à intervalles de temps égaux et en fait du coup de nous concentrer uniquement sur notre technique, voilà la position de notre bras, de répéter nos gestes plusieurs fois sur la même vague puisque du coup on n'a pas besoin de s'adapter à autre chose. Enfin, on est un peu comme dans un skatepark au final et de tester notre matériel sur exactement la même vague pour savoir tiens ma planche est plus comme ci, plus comme ça. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est certes au niveau de la technique et de la performance, c'est très bien, mais justement,
là, on a trop dévié dans la performance, je trouve, parce qu'on perd l'essence du surf. Pour moi, sans océan, c'est pas du surf, on part dans une autre discipline. Et c'est aussi un choix que j'ai fait de ne pas m'entraîner en piscine à vagues pour justement montrer qu'on peut performer sans aller en piscine à vagues comme les grands surfeurs l'ont fait jusqu'à présent, qui n'avaient pas ces technologies-là. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne peux pas avoir de retour dessus parce qu'il y a toute la jeune génération qui arrive, la génération piscine à vagues. Et je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, pour l'instant, j'ai mon expérience qui continue à prendre le dessus. Mais je ne sais pas encore pour combien de temps et je n'ai pas trop de recul. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a aussi la technologie qui va à l'encontre de l'écologie à laquelle il faut un petit peu freiner et qui, du coup, là, touche directement à la performance, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant ce que tu dis. Et là, je vais mettre une question un peu surprise, pas surprise, mais j'avais envie de rebondir. Ça m'a interpellée. Je pense que chez UTMB, du coup, vous travaillez aussi pas mal sur la sensibilisation des coureurs à l'environnement parce qu'on sait un peu, la légende urbaine dit que peut-être les trailers, les surfeurs ont une conscience un petit peu plus aiguë de l'écologie parce qu'ils évoluent dans un milieu naturel. Donc, de les faire évoluer effectivement dans un milieu non naturel, comme tu dis, ça pourrait aussi leur faire perdre cette connexion et cette conscience de l'environnement. Et du coup, c'est sûr que si on fait du sport dans une salle enfermée, on aura moins de visibilité sur vraiment la nature qui est impactée. J'imagine que chez UTMB, vous avez des programmes où vous avez mis en place des mesures qui est la sensibilité, la responsabilité individuelle des coureurs pour qu'ils prennent soin de l'environnement. Je te laisse la parole, Nicolas, là-dessus. C'était surprise comme question, mais je suis sûre que tu répondras au mieux. Merci. Il y a un peu de bruit autour de moi. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Oui, effectivement, c'est un point hyper important, même si beaucoup de trailers ont l'habitude de passer du temps en montagne, sont sensibilisés à ces questions. Il y a toujours des nouveaux pratiquants qui arrivent, etc. Donc, c'est jamais du temps perdu que de rabâcher des messages, etc. On essaie de faire effectivement de la sensibilisation et d'adapter aux événements. Sur l'UTMB Mont Blanc et de plus en plus d'événements, on a des règles de balisage, bien sûr, qui sont identiques sur l'ensemble des événements. On essaie de mettre en place des équipes d'ambassadeurs de l'environnement qui, eux, vont prendre contact avec les coureurs au moment de la remise des dossards, ça les permet de tous les voir, et de les sensibiliser sur les choses qu'ils vont rencontrer pendant le parcours. C'est-à-dire que suivant l'endroit du parcours où on se trouve, on va trouver la signalétique qui est parfois un peu particulière. Donc déjà, le balisage, lui, change de couleur. Et souvent, il y a un panneau, même toujours, il y a un panneau qui indique pourquoi on rentre dans une zone un peu particulière. Ça peut être soit parce qu'il y a des troupeaux qui on passe à la proximité de troupeaux, on va passer dans un enclos. Et donc, on doit faire attention à respecter le travail des personnes qui vivent dans la montagne, et ne pas faire peur aux troupeaux, bien fermer les enclos pour que les bêtes ne s'échappent pas. Soit parce qu'on va passer dans une zone qui est particulièrement sensible, et encore plus qu'ailleurs, il faut faire attention à ne pas mettre un pied en dehors du sentier, etc. Donc il y a plusieurs types de panneaux comme ça qui sont mis tout au long du parcours pour que les coureurs aient les bons messages et sachent quel comportement adapter en fonction de là où on est. Il y a des endroits où les bâtons peuvent être interdits et d'autres où ils peuvent être autorisés. Et ça, pareil, c'est indiqué. Donc, ils sont formés avant, dans le guide coureur qu'ils reçoivent. Ils sont formés individuellement quand ils arrivent sur l'événement. Et il y a de la signalétique sur l'événement. Pour maximiser les chances que les messages soient bien reçus et que les comportements soient les bons. Très bien, oui, oui, je pense que ça passe vraiment, vraiment par là aussi. On peut faire, nous, beaucoup en tant qu'athlète, en tant qu'organisateur, et d'inspirer, de sensibiliser. Et c'est aussi, on oublie parfois, ça a un énorme impact. J'en profite pour dire à l'audience que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez l'onglet questions où vous pouvez poser toutes les questions à Nicolas, à Enoa ou à nous si vous voulez, avant d'arriver un petit peu dans la dernière phase de ce webinaire. Je parlerai peut-être en toute fin des axes d'amélioration que peut-être que chacun d'entre vous a identifié. Peut-être faisons un petit saut sur l'aspect égalité aussi homme-femme chez l'UTMB. C'est vrai que c'est aussi
ça rentre dans une optique de durabilité. On sort de l'impact écologique, mais c'est vrai qu'il reste quand même peu de représentation féminine. Ça, c'est, je crois, pas mal amélioré ces dernières années, mais c'est un domaine où vous avez un champ d'amélioration. Si tu peux nous en dire plus, quelle a été l'évolution de la participation féminine et quelles sont les mesures que vous avez mises en place aussi pour faire en sorte que plus de femmes soient représentées dans le monde du trail? Ouais. Bah, là, effectivement, la situation s'améliore un peu, mais le chemin est encore long. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a sur l'ensemble de nos événements, on est à entre 29 et 30% de participation féminine, sachant que plus les distances sont courtes, plus on a de femmes, et plus les distances s'allongent, moins on voit de femmes aujourd'hui. Donc on a un double enjeu de aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que globalement il y ait plus de femmes, sachant qu'il y a des grosses disparités entre l'Europe, l'Océanie, l'Amérique du Nord. En Europe, on n'est pas très bon. C'est là où on voit le moins de femmes, ou en proportion, on va dire, sur les événements. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte aussi qu'elles se sentent, enfin, voilà, qu'il y ait moins de barrières pour demain tenter des distances plus longues, parce qu'en termes d'endurance et de résistance, les femmes n'ont absolument rien à envier aux hommes. C'est presque même l'inverse. Donc c'est une question qu'on a commencé à traiter il y a pas mal d'années maintenant, en mettant en place des podiums et des prize money égalitaires entre les hommes et les femmes, peu importe le nombre de personnes qui sont inscrites, pour valoriser de la même manière la performance des hommes et des femmes. Et puis maintenant, dans la construction du système sportif, on a un système de qualification, en tout cas pour les élites, les gens qui se qualifient directement pour les finales, sans passer par le tirage au sort, qui est égalitaire aussi. On va qualifier autant d'hommes que de femmes pour les finales. Et après, il y a tout ce qu'on peut faire pour que demain, plus de femmes se disent « Tiens, mais le trail, c'est vraiment très chouette, c'est aussi fait pour moi et je vais essayer de le faire. » Donc maintenant, dans toutes les communications qu'on fait, on essaie d'être absolument paritaire, que ce soit dans les images qu'on publie, dans les lives qu'on fait. Sur UTMB Mont Blanc, on a même été jusqu'à doubler les équipes pour faire le live, pour s'assurer qu'on ait toujours des caméramans qui puissent suivre et les hommes et les femmes, parce qu'ils ne sont pas au même endroit, etc. etc. Donc une communication paritaire. On essaye progressivement aussi de changer le vocabulaire qu'on emploie, et d'être moins justement dans la performance, etc., un peu de virilisme, entre guillemets, inconscient qu'on peut avoir dans certaines communications, et aujourd'hui on modifie pour s'adresser au plus grand nombre et montrer que c'est surtout une sorte de partage plus que de compétition. Il y a les deux, mais le partage est vraiment très important. Et puis on travaille beaucoup depuis un an maintenant aussi à améliorer les conditions d'accueil et faire en sorte que les besoins de chacun soient pris en compte et que les femmes ressentent qu'on a pensé à leurs besoins sur les événements. Donc ça s'est fait via des discussions avec des associations, des enquêtes, etc., pour identifier vraiment aujourd'hui quelles étaient les barrières qui empêchaient les femmes de participer. Et donc, beaucoup de choses qui sont d'ordre sociétal. Voilà, j'ai pas assez de temps, je dois m'occuper des enfants, etc. etc. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont d'ordre sur l'événement. Il y a toujours du mal à accéder aux toilettes. Ok, donc mettons en place des toilettes dédiées pour les femmes. Je n'ai pas accès à des produits d'hygiène féminine. Donc on met en place des kits spéciaux sur les événements pour que les femmes n'aient pas en plus à trimballer leurs produits d'hygiène féminine. On leur met à disposition. On a des salles aussi pour se changer qui sont dédiées sur les ravitaillements où elles sont susceptibles d'avoir besoin de se changer. Parfois, elles nous disent aussi qu'elles n'osent pas poser des questions, etc. Donc on met en place avant chaque événement des groupes WhatsApp dans lesquels elles peuvent se connecter. Il n'y a que des femmes. Et elles interagissent entre elles. Il y a une femme qui répond à leurs questions, etc. Et puis ça crée de la connexion entre elles. Finalement, elles deviennent amies, etc. Elles voyagent ensemble sur l'événement. Et tout ça, ça contribue à créer de la confiance, le fait de se sentir bien accueilli, de se sentir représenté, valorisé. Et petit à petit, on l'espère, de voir la participation féminine progresser. Donc ça progresse. C'est pas spectaculaire, mais ça progresse petit à petit. Ouais.
C'est très intéressant, oui, ça va bien au-delà. Enfin, on voit qu'il y a vraiment de mécanismes qu'on peut activer et oui, ça reste des sujets dont on parle peu et on parle beaucoup d'impact écologique, mais finalement, ça fait partie de la durabilité aussi, d'inclure tout le monde. Donc, c'est hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses personnellement. Je vois qu'il y a des questions, mais peut-être, je ne sais pas, je vais d'abord, si on veut terminer la parenthèse égalité, dans le monde du surf, je ne sais pas si tu as un mot, toi, à ajouter à Inoa, si tu veux rebondir là-dessus, si toi, tu as observé des choses, des efforts qui pourraient être mis en place sur le surf, ou si, au contraire, tu constates que c'est plutôt un sport égalitaire, avant qu'on repasse aux questions. Sens-toi libre d'apporter quelque chose à ce sujet si tu en as envie. Déjà, j'aimerais vraiment rebondir sur ça parce que vraiment d'inclure davantage les femmes et d'avoir la parité, c'est très lié en fait à l'écologie. Il y a des études assez récentes qui ont montré en fait que globalement, les femmes étaient beaucoup plus, enfin, dans les personnes qui étaient engagées pour l'écologie, il y a vraiment une majorité qui sont des femmes par rapport aux hommes et que les femmes sont en fait un petit peu plus sensibles. Bon, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de physiologique ou comme ça, mais que les femmes sont plus sensibles et moins dans la performance contrairement aux hommes. Et je pense que c'est quelque chose qui est ancré en nous en tant qu'être humain. Et du coup, c'est vrai que les deux sont intimement liés et c'est important d'avoir la parité, d'avoir bien sûr des femmes, mais aussi des hommes, et vraiment ensemble d'avoir du coup un point de vue qui soit vraiment hyper équilibré et riche et d'avoir les deux côtés. Donc voilà, je voulais juste dire que c'est très lié, même si ça peut paraître des fois excentré, mais non, en fait, pas du tout. C'est vrai que c'est un sujet qui va vraiment dans ça. Pour ce qui est du surf, on va vers beaucoup plus d'égalité, même si le surf reste assez macho. C'est vrai que l'image de la femme a déjà beaucoup évolué. Maintenant, les surfeuses, on est un peu plus considérées comme des sportives et pas comme des porteuses de maillot avec des belles fesses, quoi, si je puis dire. Voilà, on parle français, quoi. Et c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus agréable comme ambiance de se sentir respectée et regardée en tant que sportive et pas qu'autre chose. Et après, il y a maintenant l'égalité quand même des prize money depuis quelques années. Ça doit faire 5 ans à peu près, je pense, qu'il n'y avait pas avant. Et c'est vrai que là, sur ça, ça a vraiment beaucoup évolué et c'est très positif. Donc là, sur ça, bon, bien sûr, il peut y avoir des améliorations, mais honnêtement, je pense que c'est très correct quand même. Voilà. Super. Oui, je pense que c'est très intéressant ce que tu as dit. J'allais le dire aussi. C'est vrai qu'il y a des études qui montrent que voilà, les femmes ont une tendance, je pense, un petit peu biologique aussi à être plus enclines à protéger la planète. Très intéressant de terminer là-dessus. Non, peut-être que c'est l'heure. Je ne sais pas si Jason, tu veux peut-être lire. On a reçu quelques questions qui vont. Oui, exactement. On a reçu la première question de la part de Pierre. Donc, c'est pour Nicolas. Est-ce que vous envisagez de faire comme le marathon de Mont-Blanc, c'est-à-dire proposer des dossards à prix réduit pour ceux qui prendraient le train ou viendraient en vélo pour limiter leur empreinte écologique? Alors, je ne sais pas si sur le marathon, c'est des tarifs réduits, il y a des dossards réservés. Quoi qu'il en soit, on s'est beaucoup posé la question de comment accompagner les coureurs vers une mobilité plus durable. À partir de l'an prochain, on va demander à tout le monde de faire des efforts pour se rendre sur l'événement. Et on voulait pas que ce soit vécu uniquement comme une punition. On voulait les accompagner. On s'est beaucoup posé la question, on a mené des enquêtes pour savoir quel était l'incentive qui demain motiverait le plus les participants à potentiellement changer de comportement et de se dire tiens, je vais laisser la voiture au garage, je vais venir en train par exemple. Il s'avère que la question du prix n'était pas, c'est pas ça qui est ressorti en plus. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers un incentive au tirage au sort. C'est-à-dire que pour participer à l'UTMB Mont-Blanc demain, si on s'engage à voyager de manière un peu plus durable en suivant un transport qui aura été proposé par un outil qu'on aura mis à disposition. On a lancé cette année un outil qu'on appelle
TNB Go et qu'on va faire évoluer pour accompagner les coureurs. Et donc, si on s'engage à suivre des itinéraires recommandés, parce que c'est en fonction de là où je viens, c'est un des itinéraires qui est même moins carbone. À ce moment-là, j'aurai un avantage au tirage au sort, donc plus de chances d'accéder à ça, c'est l'incentive majeur qui a été retenu pour l'an prochain. OK. C'est très bien. Je comprends bien l'idée de tirage au sort et ça donne envie de participer, mais c'est pas une garantie que quelqu'un peut gagner. Et nous avons reçu une deuxième question. C'est plutôt pour nous chez Enerfi, mais peut-être Nicolas, tu peux aussi parler sur le sujet, mais pour un financeur d'événements sportifs comme Enerfi, ou peut-être des partenariats que Nicolas, tu travailles avec, et comment juger les efforts en termes de transition écologique? Y a-t-il des labels, organismes dédiés à ça? Déjà créé des liens avec des partenariats qui financent UTMB? Je ne sais pas si tu veux y aller, Nicolas. On peut y aller. Vas-y, si tu veux, si tu es inspiré, je répondrai peut-être après pour NRFIP. Ou de la part de NFP, ouais. Après toi. Il y a effectivement des labels qui existent qui permettent d'assurer que une entreprise, on va dire de manière générale, parce que aujourd'hui pas énormément de labels dédiés au support, même si ça commence à venir. En tout cas, en tant qu'entreprise, l'entreprise agit de manière responsable, que ce soit sur sa gouvernance, sa politique d'achat, ses mesures d'inclusion, d'évaluation et les mesures de réduction de son impact. Ça commence à se développer un peu. Tout à fait. Et pour rebondir de notre côté, en tout cas chez NRFIP, pour expliquer un petit peu ce partenariat, donc on n'est pas pur financeur. L'idée à la base, ce n'était pas juste de payer pour qu'on ait notre logo sur des bannières. C'était vraiment de co-créer. En fait, donc je vais pas répéter ce qu'a dit Nicolas. Bien sûr qu'on regarde, on n'a pas regardé forcément un label, mais on regarde les politiques de l'événement et surtout le choix des partenaires, des prestataires et des actions qui sont menées. On se fie aussi pas mal aux rapports d'impact qui sont publiés. Et de notre côté, c'est vraiment de co-créer des actions. Donc, bien sûr, on a donné de l'argent à l'UTMB, mais derrière ça, la contrepartie, c'était vraiment de pouvoir co-créer des activités de sensibilisation ou alors d'avoir un impact positif. Par exemple, cette année, au Val d'Aran, on aura vraiment tout un programme. On aura 5 jours de programme d'activité de sensibilisation des enfants qui s'appelle Kids for Planet. Et on aura, chaque jour sera décliné sur une thématique. Donc, on aura un atelier sur la biodiversité, un atelier sur l'égalité, un atelier sur l'alimentation durable, un atelier sur le sport durable aussi, parce que finalement, dans sa globalité, un petit peu de ce qu'on est en train de parler de là, et de se dire, bon, ben voilà, dans le cadre de notre partenariat, on va aussi mener une action, on va dire, positive. Donc, la réponse est, on ne s'est pas basé pour ce partenariat sur un label spécifique, on s'est basé sur, voilà, sur les actions concrètes, les améliorations que UTMB a pu prouver et qu'on a jugé pertinentes. Et aussi, c'est vrai que la communauté de sportifs, autant que du surf que du trail, c'est des gens qui, en général, ont une sensibilité un peu plus grande que peut-être dans d'autres sports à l'impact sur l'environnement, de par le fait qu'ils évoluent dans un environnement naturel. Et voilà. Et peut-être qu'on prend la dernière question sur le festival en toute fin, juste pour clore un petit peu ce webinaire en termes de contenu. Nicolas et Noah, je ne sais pas si vous voulez peut-être voilà, terminer sur une parole soit inspirante, soit donner quelques petits outils pour les gens qui nous écoutent et qui font du sport et qui se posent la question du comment être plus durable. On sait tous, hein, comme tu l'as dit, Nicolas, c'est des choses qui peuvent perdurer aujourd'hui. On va par exemple enfoncer des portes ouvertes, on sait tous qu'il faut éviter d'utiliser le plastique à usage unique, etc. Mais peut-être que si tu as des idées de pratiques qui ont un impact, mais qui sont peut-être moins connues et qui peuvent inspirer nos auditeurs. Je propose qu'on termine là-dessus et après on prendra mes questions qui restent. Et
Et voilà, donc la parole est à vous. Ouais, je dirais la première question à se poser, c'est toujours essayer de se rappeler pourquoi on fait du sport et pourquoi on fait celui-là. Et de jamais perdre de vue de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on vient chercher. Ça permet de faire le tri entre ce dont on a besoin et ce qui peut être superflu. Ensuite, la question, c'est aussi d'essayer d'anticiper dans sa pratique. Le fait d'anticiper, ça permet de se poser des questions. Dire, par exemple, si je dois aller m'entraîner à tel endroit, plus j'anticipe, plus j'ai de chances de pouvoir m'y rendre en train plutôt qu'en voiture si je me prends la dernière minute, etc. D'anticiper, ça permet aussi de se renseigner sur voilà, j'ai prévu d'aller m'entraîner ici ou de faire une course là-bas. Qu'est-ce que je vais rencontrer? Qu'est-ce qui vit là-bas? Est-ce qu'il y a à l'endroit où je vais passer, est-ce qu'il y a des espèces protégées, etc. Ça permet d'adapter son comportement. Voilà, je sais que là, je passe dans une réserve et sur le site, c'est bien marqué qu'il y a une espèce qui nidifie à telle période, etc. Donc, probablement, je n'irai pas m'entraîner la nuit à cet endroit-là parce que ça peut avoir un impact négatif. Donc, je pense que de toujours se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait du sport et d'essayer d'anticiper, déjà, ça permet de répondre à pas mal de problèmes. Mais c'est très intéressant, Nicolas, je suis très d'accord avec toi. Mais moi, du coup, si je prends un peu la même philosophie que toi en me disant quelle question, moi, ce que je me pose souvent comme question, c'est jusqu'à quel point pousser la performance sans qu'elle devienne non naturelle, en fait. Je me dis jusqu'à quel point c'est logique d'employer tel ou tel moyen et est-ce que c'est vraiment censé de faire ça? Est-ce que c'est censé d'aller, par exemple, jusqu'au bout du monde à Tahiti pour un entraînement de 1 semaine et d'avoir tel impact? Là, par exemple, je me dis, non, en fait, c'est juste, ça n'a aucun sens. Je ne peux pas aller jusqu'au bout du monde juste pour ça. Est-ce que je ne peux pas m'entraîner autrement? Et du coup, je pense que c'est bien, voilà, de toujours mettre en fait la performance qu'on veut avoir dans notre sport au regard de la nature et de notre connexion qu'on va avoir derrière avec la nature pour justement préserver cette proximité, cette connexion-là et pas trop s'éloigner à vouloir être meilleur et rester connecté à, comme tu dis, à pourquoi on fait du sport, qu'est-ce qu'on aime dans ce sport, quelles sensations nous font vibrer, nous font aimer ce sport et rester connecté à ça et pas des fois se faire trop embarquer dans de la technologie qui va être plus ou moins utile ou un petit peu superflue. Je trouve que c'est un très beau message et je pense qu'on partage ça beaucoup aussi chez Nerfib de rester finalement le plus humble possible, peut-être le dire, pratiquer en évitant le superflu, je pense que c'est vraiment la clé. Et ce qui nous permet effectivement de profiter de ce sport pleinement. Sans devoir trop, parce que plus on fait de superflu, plus on se dit finalement on arrête tout et c'est difficile de retourner en arrière. Donc merci infiniment pour ces inspirations. Votre temps, est-ce qu'il y a encore une dernière question? Je crois qu'il y en avait une. Jason, à toi. Oui, en fait, il y a une question très intéressante de la part d'Alexandre. Il y a aussi une deuxième question si on aura le temps. Mais Alexandre pose des questions. Quelle est, selon vous, l'importance de l'impact du matériel et quelles seraient vos attentes vis-à-vis des équipementiers sportifs? L'impact du matériel, il existe forcément. D'un point de vue carbone, c'est pas la plus grosse question. Par contre, il y a des questions derrière de quantité de choses qu'on produit, qui deviennent des déchets un jour, etc., qu'on doit traiter. Donc, le matériel, l'équipement, il est nécessaire pour la pratique, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. On a une liste de matériel obligatoire pour participer à nos événements sur lesquels on restera toujours intransigeant, pour des questions de sécurité principalement. Donc la question, c'est d'avoir le bon matériel bien adapté à la bonne pratique. Et voilà, de se contenter de ce dont on a vraiment besoin pour pratiquer dans des bonnes conditions, tout en étant en sécurité. Voilà, les équipementiers aujourd'hui
on voit qu'il faut quand même de plus en plus d'efforts globalement. Nous, on travaille depuis des années avec Vibram, par exemple, qui propose de ressemeler ses chaussures. Ça permet de les garder plus longtemps. Donc, c'est ce genre d'initiative qu'on essaie de développer avec eux pour les généraliser demain. Quand on travaille avec nos partenaires comme NAC, c'est de la nutrition, c'est pas tout à fait un équipementier, mais on travaille aussi sur des questions d'emballage avec eux et on trouve des solutions pour que les produits de nutrition, au lieu d'être envoyés dans des emballages individuels, ils nous sont envoyés dans des grandes plaques pour les barres, des plaques de 120 qu'on découpe nous-mêmes, etc. Donc voilà, l'association événements, marque, équipementier a aussi ce bénéfice d'engager ces discussions et de permettre de trouver des solutions aussi pour réduire l'impact de ces équipements. Ok, bon, ouais, très bien. Et donc, moi aussi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas. Absolument. Par rapport au fait de garder les chaussures longtemps, en fait, moi, je vois, j'ai collaboré avec pas mal de sponsors et c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de greenwashing, notamment avec les nouvelles technologies, ce qui est fait à partir de coquilles vitres recyclées, etc. Et c'est vrai que c'est bien de chercher des alternatives comme ça. Mais de notre côté, c'est dur de délier le vrai du faux parce qu'au final, on se rend compte que la part par exemple, de plastique recyclé dans un produit, en fait, elle est hyper minime et elle est juste là pour nous donner l'impression de faire une bonne action, mais au final, c'est pas idéal. Et du coup, je pense que ça passe vraiment par l'entretien du matériel, d'être plus éco-responsable, d'acheter quelque chose qui soit un petit peu plus qualitatif et de le garder vraiment longtemps, d'en prendre soin et de ne pas en acheter des caisses et de juste prendre ce qu'il faut et de vraiment bien l'entretenir avant peut-être d'aller chercher des solutions qui sont basées sur des technologies innovantes qui peuvent être très bien. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il faut déjà penser à réduire et à entretenir les choses, quoi. Voilà. Oui, exactement. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a le temps pour la dernière question? Oui, je pense, bien sûr. Il nous reste encore 8 minutes, donc allons-y. Ok, ben c'est une question très intéressante de la part de la FSCD ONG, Festival Sport Culture. Et donc, la question, c'est comment envisagez-vous la collaboration avec les structures à l'étranger, comme la nôtre, dénommée Festival Sport Culture Development, notamment c'est le FSCD-ONG, en République démocratique du Congo. Donc, est-ce que vous êtes ouvert à travailler avec ces organismes comme le FSCD? Merci. Peut-être du point de vue déjà d'NRFI, nous, on est fermé à rien. Ça a l'air, le nom est intriguant. En tout cas, on se réjouit d'en découvrir plus. Je ne connaissais pas cette structure, donc on est en tout cas fermé à rien. On ne garantit rien, mais je serais en tout cas curieuse d'en connaître un peu plus sur quel est ce festival et pourquoi pas, qui sait, même si je ne peux pas me positionner directement comme ça, mais je me ferai un plaisir d'aller chercher un peu plus d'infos sur ce festival. En tout cas, merci de nous en avoir fait part. Voilà. Je ne sais pas si Noah ou si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, ou sinon, pour moi, en tout cas de notre côté, c'était passionnant. Moi, j'ai eu en tout cas beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Merci pour votre participation. Est-ce que vous, Nicolas, vous voulez donner un dernier mot ou s'il y a encore des questions de la part de l'audience, n'hésitez pas. Et sinon, je resterai sur l'idée que c'était un très bel échange et inspirant. Mais moi, j'aimerais vous remercier parce qu'en fait, je pense que le changement pour aller vers un sport plus durable passe par la collaboration entre les différents secteurs. Et là, on a quand même, il y a quand même le sportif, l'organisation de la compétition et aussi l'entreprise. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir. C'est en collaborant
avec les différents acteurs qu'on va vraiment faire changer les choses. Et du coup, je vous remercie pour le travail que vous faites, pour ce webinaire aussi. Je trouve que c'est vraiment hyper positif et encourageant pour la suite. Ben, merci beaucoup. On peut pas envoyer des petits cœurs comme sur les réunions, mais je t'en avais envoyé un pour ce joli petit message. Merci infiniment à toi pour la participation, pour ton inspiration et ton sourire qui fait du bien dans parfois des sujets qui sont qui peuvent parfois être un peu déprimants. Et voilà, et Nicolas, si tu as un dernier mot un message que tu veux faire passer, la parole est à toi. Donc on clôt ce webinaire. Non, j'aime assez la conclusion d'Ainoa où souvent on se retrouve face à des problèmes et on ne sait pas comment les aborder. Ils nous semblent insurmontables et c'est quand on fait l'effort de s'ouvrir à la discussion avec, alors nous en tant qu'organisateurs, ça va être avec les athlètes, que ce soit des athlètes élites, régulières, avec des ONG, avec des marques, etc. C'est là qu'ensemble on arrive à trouver des consensus, des solutions et qu'on avance petit à petit. On espère en tout cas, c'est comme ça qu'on essaie de s'améliorer. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais je suis convaincu la bonne formule pour s'améliorer. Ben, très bien. Oui, j'avoue que j'ai aussi beaucoup aimé cette conclusion et c'est pour ça qu'on a décidé de collaborer avec l'UTMB et avec tout le monde voilà, parce qu'on est convaincu que c'est ensemble qu'on y arrivera et pas les uns contre les autres. Donc, merci à vous d'avoir participé, aux intervenants, aux participants, à Jason pour la modération des questions. Et dans tous les cas, si vous avez d'autres questions a posteriori, vous pouvez nous écrire sans problème. On se fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup et très bonne soirée. Bonne UTMB cette année, bonne compétition à Ainoa. Et en tout cas, je vais vous retrouver bientôt. Merci à vous bientôt. deux. Merci beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Au revoir. Merci. Au revoir.